Au moment où mes mains touchèrent le bord glacé du cercueil, je sentis mon corps faiblir comme si la vie m'abandonnait aussi. J'entendais encore le murmure empoisonné d'une de mes cousines derrière moi, disant que je n'avais pas été assez mère, comme si l'on pouvait mesurer l'amour par ses erreurs, comme si quelqu'un pouvait comprendre ce que c'est que de perdre la seule raison de se réveiller chaque jour. La veillée était pleine, mais personne n'était vraiment avec moi. Ils regardaient simplement ma douleur comme s'ils regardaient un accident sur la route, silencieux, froid, curieux. Chaque fleur blanche semblait se moquer de moi, me rappelant que j'enterrais ma petite fille, ma Amina. Mon cœur. J'ai essayé de prendre une profonde inspiration, mais l'air semblait coincé dans ma poitrine. L'odeur des lys me dégoûtait, et les bougies qui brûlaient lentement quittaient la pièce avec une brume chaude enveloppant mon estomac. En marchant vers le cercueil, je sentais des regards me traverser. Certains étaient de pitié, d'autres de jugement, mais tous me blessèrent de la même manière. Puis j'ai entendu, très clairement, la voix de ma belle-mère dire que je ai toujours été trop inattentive pour élever un enfant. Je n'ai pas détourné la tête, je n'ai pas répondu. Je laisse simplement la phrase m'entrer comme une vieille lame lente et douloureuse. Pendant une seconde, j'ai eu envie de disparaître de là, évaporée. Ma main tremblait alors que je tendais la main pour toucher le visage de ma fille. Sa peau était froide, trop froide. J'avais peur de la façon dont la vie de quelqu'un pouvait disparaître si vite. Les cheveux que je peignais chaque matin étaient arrangés d'une manière qu'elle n'aimait jamais. Ses lèvres étaient raides, sans ce sourire en travers qui échappait toujours quand elle essayait de cacher une malice. Je voulais demander pardon, pour tout. Pour les jours où j'arrivais fatiguée du travail et sans patience. Pour le fois où j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Pour le conseil que j'ai donné trop tard. Cela signifiait que je l'aimais plus que tout au monde. Mais ma bouche n'osait pas ouverte. C'est dans ce silence lourd que mes jambes ont finalement cédé. Je me souviens du sol qui venait à ma rencontre, du bruit étouffé de quelqu'un criant mon nom et de la dernière chose que j'ai entendue avant que tout ne tombe dans la nuit. Elle exagère, ça crée toujours du drame. J'ai failli rire intérieurement. Si seulement ils savaient, s'ils avaient vu ce que j'ai vu. Si seulement ils avaient ressenti ce que j'ai ressenti au moment où les ambulanciers m'ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Drame ? Le drame serait peu. Ce que je vivais était la fin de tout. Mais alors, sans prévenir, l'obscurité commença à s'éclaircir. D'abord une odeur, pas de fleurs mortes, mais de café fraîchement préparé. Fort, familier, chaleureux. Puis j'ai entendu de petits pas courir sur le sol de la cuisine. Rire. Le bruit métallique d'une poêle frappant la table. Ma tête battait comme si je me réveillais d'un rêve trop profond. Et quand j'ai enfin ouvert les yeux, je n'ai pas vu la salle de veille. Je n'ai vu ni fleurs, ni bougies, personne n'attendant ma douleur. J'ai vu ma cuisine d'il y a 10 ans. La table ronde, avec le dessus griffé où ma fille dessinait cachée. Le rideau jaune que j'ai cousu moi-même. L'ancienne horloge affichait 7h42. Exactement l'heure à laquelle je préparais la boîte à déjeuner d'Amina avant de l'emmener à l'école. Et puis, comme si l'univers se moquait de moi, je l'ai entendu. « Maman, regarde ce que j'ai fait. » La voix que je pensais ne plus jamais entendre. Je me suis retournée lentement, craignant de le casser si j'allais trop vite. Et la voilà, petite, vivante, avec des joues roses et des cheveux de travers comme elle l'était toujours quand elle essayait de les remettre en place elle-même. Dans ma main, je tenais un dessin que je collerais, probablement sur le frigo comme tous les autres. Mon cœur a failli s'arrêter. Je n'avais pas pleuré depuis l'accident. Je crois que je me suis asséchée à l'intérieur, mais à ce moment-là, quelque chose de chaud monta dans mes yeux. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la joie. C'était quelque chose d'impossible à nommer, quelque chose que seule une mère ayant tout perdu comprendrait. J'ai fait un pas vers elle et j'ai dû m'appuyer sur le banc. Mon corps ne me semblait pas être le mien. J'avais la tête qui tournait. Je savais exactement ce qui se passait. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination. C'était réel. J'y étais, 10 ans plus tôt. Le jour où tout pouvait encore être changé. Et avec cette certitude vint une autre chose encore plus brutale. Je connaissais la date de l'accident. Il connaissait la personne impliquée. Je connaissais chaque détail qui a conduit ma fille à sa mort. Et il savait exactement ce que j'avais manqué. Amina courut dans mes bras et quand je sentis la chaleur de son étreinte, quelque chose en moi se réarrangea, comme si l'univers m'avait rendu une partie perdue. Mais avec l'amour
vint le souvenir de la douleur. Une douleur si vive qu'elle semblait brûler la peau. Cette fois, je n'allais pas seulement la sauver. J'allais détruire chaque personne qui a contribué à me l'enlever. Et ce qui s'est passé ce même jour, quelques heures plus tard, a montré que ma seconde chance était déjà en mouvement, même si je n'avais pas encore compris le prix à payer. Mais ce que j'ai entendu en ouvrant la porte d'entrée ce matin-là, aucun cœur préparé ne pouvait tenir. Le matin semblait encore fragile quand j'ouvris la porte de la maison, comme si le monde respirait trop lentement. L'air froid frappait mon visage, apportant l'odeur de la rue mouillée, des arbres qui goûtaient après une légère bruine. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Une légère tension, comme si le temps m'observait. J'ai regardé les deux côtés du trottoir, essayant de comprendre pourquoi ma poitrine se serrait soudainement. C'était une sensation similaire à celle que j'avais ressentie la nuit de l'accident, une sorte d'avertissement silencieux. Et puis, avant que je puisse réagir, j'ai vu Laurent debout, au coin. Laurent, l'homme dont l'omission a tué ma fille dans la chronologie précédente. Ce n'est pas lui qui a conduit la voiture, ce n'est pas lui qui a causé l'accident, mais c'est lui qui a menti. C'est lui qui a tout couvert. C'est lui qui a appelé la police trop tard. C'est lui qui m'a regardé lors de la veillée funeste, disant que il n'y avait aucun moyen de prédire. Je le connaissais trop bien. Et ce matin-là, 10 ans plus tôt, il était déjà là, debout, les mains dans les poches, comme s'il attendait simplement que le temps se déroule dans la direction qui lui convenait. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, je lui faisais confiance. C'était un ami de longue date de la famille, toujours amical, toujours serviable, toujours prêt à m'aider quand j'avais besoin d'un trajet ou quand je rentrais tard du travail. Maintenant, en le regardant avec les yeux de quelqu'un qui a déjà pleuré là, mort de sa propre fille, j'ai vu autre chose, le mensonge, des armes cachées derrière des sourires, des centres d'intérêt que je ne réalisais pas, de petites intentions que j'avais auparavant ignorées et qui me sautaient maintenant dessus comme des échardes brillants au soleil. Quand il m'a vu, il a agité la main, souriant comme si j'étais la même femme naïve qu'il avait manipulée par le passé. « Bonjour Nadège, tout va bien ? Tu as l'air pâle. » Pâle, j'étais renaissant. Et personne ne s'en rendit compte. Je forçais un sourire discret. Je ne pouvais toujours pas montrer que je savais tout. Pas encore. La règle fondamentale pour remonter le temps n'est pas de tout changer d'un coup, c'est d'observer. Chaque mot, chaque geste, chaque silence caché au milieu de phrases. Le temps aime les pièges. Et je n'étais pas prêt à tomber dans le premier choix. « Je vais bien », ai-je répondu. Je me suis juste réveillé trop tôt. Laurent fit 2 pas vers moi, mais je gardais mes distances. Ma main a même tremblé une seconde, en me rappelant le moment dans le futur où il dirait, devant la police, qu'il avait fait de son mieux pour aider, même s'il savait qu'il m'avait menti pendant que ma fille mourait. Le dégoût monta dans ma gorge comme un goût amer. Il ne sembla rien remarquer. J'allais passer plus tard pour parler de l'événement scolaire. Mais si tu veux, on peut parler maintenant. L'événement scolaire, la même excuse qu'il a utilisée la veille de l'accident. Dans l'ancienne chronologie, je ne lui accordais pas d'importance. Aujourd'hui, chaque détail ressemblait à un avertissement. Chaque coïncidence lui rappelait, le destin ne voulait pas faciliter les choses. Il voulait tester jusqu'où j'irais pour sauver Amina. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu un cri aigu venant de l'intérieur de la maison. Je courus immédiatement, le cœur battant la chamade, m'attendant déjà au pire. Quand je suis entrée, j'ai vu Amina sur le sol de la cuisine, son verre renversé et les yeux grands ouverts. « Désolée, maman. » Je l'ai laissée tomber. Je me suis agenouillée à côté d'elle si vite que mes jambes me faisaient mal. J'ai passé ma main sur son visage avec précaution, vérifiant s'il y avait des blessures. Elle allait bien. Juste peur. Juste vivre. Et pour la première fois, j'ai compris que, ce matin-là, la peur n'était pas rationnelle. Je vivais avec le souvenir d'une mère qui avait tout perdu. Et de cela transformait n'importe quelle petite frayeur en une catastrophe imminente. « Ça va, mon amour », murmurai-je. Maman est là. Elle sourit timidement, et ce sourire fut un coup dur pour mon cœur, un coup doux, mais si profond qu'il en faisait presque mal. Dans cette vie précédente, je n'avais plus ce sourire. Je n'avais plus ces petites mains qui me touchaient. Et maintenant, tout retrouvé, j'avais l'impression de devoir la protéger du monde entier, y compris de moi-même. Je me levai lentement, tenant sa main. L'horloge indiquait 8h05. Au même moment où, dans cette ligne temporelle cruelle, j'aurais oublié de vérifier son sac à dos,
ce qui déclencherait une série de petites distractions qui culmineraient dans l'accident. Pas cette fois. Chaque détail était désormais un indice. Un fil du destin que je devais couper avant qu'il ne devienne une corde autour de ma gorge. « Amina, » dit-il doucement, « aujourd'hui tu ne vas pas à l'école seule. » Elle écarquilla les yeux de surprise. « Pourquoi ?» J'ai essayé de réfléchir vite, sans lui faire peur. « Parce que je veux passer plus de temps avec toi. » Simple, vrai. Et, en même temps, le premier changement de la nouvelle ligne temporelle. Mais je devais encore gérer autre chose. Laurent était toujours dehors, en train d'attendre, attentif. Planifier quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais ce qui, dans cette vie précédente, avait coûté cher à ma fille. J'ai regardé par la fenêtre. Il était là, les bras croisés, comme s'il avait tout le temps du monde. C'est alors que j'ai réalisé un détail qui m'a glacé jusqu'aux os. Il n'était pas seul. À côté de lui, il y avait une femme que je n'étais pas censée voir de sitôt. Et quand j'ai reconnu qui j'étais, j'ai senti le destin changer sous mes yeux. Ce que cette femme faisait là, 10 ans plus tôt, rien dans ma mémoire n'expliquait cette présence. Rien. Et puis j'ai compris. Je n'étais pas revenue juste pour changer l'accident. Je suis revenue pour découvrir une vérité que l'avenir a tenté de me cacher. Et ce que j'ai entendu quand elle a ouvert la bouche. C'était pire que n'importe quel souvenir. Elle était là, sur le même trottoir. Au même moment où Laurent me regardait avec ce sourire que j'avais pris pour de la gentillesse. Alors que mes yeux se posaient sur la femme à côté de lui, je sentis la réalité me tirer sur le ventre, comme si le temps lui-même essayait de me prévenir que je n'avais aucune idée de l'ampleur de la toile que j'allais entrer. C'était Sandrine, la femme qui, à l'avenir, deviendrait la directrice de l'école de ma fille et qui, pendant l'accident, a juré devant tout le monde qu'elle ne savait rien, qu'elle avait fait de son mieux, qu'elle ne pouvait pas prévoir ce qui allait arriver. Mensonge. Je savais que c'était des mensonges. Elle savait que c'était des mensonges. Mais nous avons tous les deux suivi le théâtre pendant que ma fille était enterrée. Mais là, 10 ans plus tôt, elle n'avait aucune raison d'être avec Laurent. Aucun. Ils ne travaillaient même pas ensemble à l'époque. Ils ne fréquentaient pas les mêmes lieux. Ils n'étaient pas proches. Alors pourquoi étaient-ils côte à côte le matin où je suis retournée dans le temps? Quand Sandrine m'a vue par la fenêtre, elle a levé la main et m'a fait signe avec une chaleur qui m'a noué l'estomac. C'était un signe de tête commun, amical, presque amical. Le genre de geste qui cache plus qu'il ne le montre. Ce mouvement a rappelé la mémoire de la salle d'audience, car elle évitait de me regarder tout au long du témoignage. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Elle était déjà impliquée depuis le début, et je ne m'en suis jamais rendu compte. Je serrai un peu plus fort la main d'Amina. Ma fille n'a pas remarqué le changement. Eléa juste sourit et a fait pendre ses pieds nus sur le sol de la cuisine. Elle ne voyait toujours aucun danger dans quoi que ce soit. Elle croyait toujours que le monde était un endroit sûr et prévisible. Et j'étais là, avec une certitude qu'aucune mère ne devrait avoir. Je savais exactement quel jour, quelle heure, quelle rue lui volerait l'avenir. Mais pas cette fois. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rouvert la porte. Laurent et Sandrine parlèrent doucement, se penchant l'un vers l'autre. Dès qu'ils me voyaient, ils redressèrent leur score et sourirent, un sourire synchronisé, trop organisé pour être spontané. Ils semblaient être complices de quelque chose que je n'ai pas encore réussi à déchiffrer. Ah, Nadège. Sandrine s'approcha de moi d'un pas léger. Je ne savais pas que tu habitais ici. Mensonge. À l'avenir, elle savait exactement où j'habitais, quel était mon numéro, mon emploi du temps de travail, l'histoire familiale de ma famille. Par la suite, elle a falsifié de documents pour protéger une personne impliquée dans l'accident. Et maintenant, devant moi, je faisais semblant d'être naturelle comme si j'étais juste une mère de plus à manipuler. Je lui ai rendu mon sourire, mais mon sourire n'avait pas d'âme. « Nous avons changé récemment », répondis-je, même si je savais que cela ne changeait rien. Je testais, attentif. Il ne pouvait pas savoir que j'étais revenue. « Je t'ai vu ouvrir la porte tôt et on s'est dit bonjour », ajouta Laurent, gardant les mains dans les poches. « Tout va bien? Tu sembles agitée ?» Bien sûr, j'étais agitée. Je vivais entre deux réalités. Celle qui m'a rendu ma fille et celle qui m'a appris à me méfier de tout visage qui m'avait autrefois semblé familier. Avant que je ne puisse répondre, je sentis Amina se cacher derrière moi, attrapant le tissu de ma chemise de nuit. Elle n'aimait pas les étrangers autour de lui. Il n'a jamais aimé ça. Et à cet instant, j'ai réalisé une autre chose que je n'avais pas remarquée dans ma vie antérieure.
ma fille évitait instinctivement à la fois Laurent et Sandrine. Elle en avait peur. Mon cœur battait la chamade. « Je dois emmener Amina faire ses valises », dis-je en reculant. « On pourra en parler plus tard. » Sandrine insista, se rapprochant de la porte, un geste petit mais intrusif. « C'est rapide, je te le promets. » Son regard descendit vers ma fille, et quelque chose dans ce regard me fit frissonner. C'était trop doux, trop étudié, comme si elle analysait ma copine, comme s'il marquait mentalement quelque chose. Je me suis immédiatement placée entre eux. « Plus tard », répétai-je fermement. Laurent haussa les sourcils comme s'il était surpris par mon changement de posture. Dans l'autre vie, j'étais une femme conciliante, toujours prête à écouter, ne voulant jamais déranger qui que ce soit. Ils étaient habitués à la version fragile de moi, mais cette femme est morte lors de la veillée funèbre de sa propre fille. Quand j'ai enfin fermé la porte, j'ai senti mes genoux failli flancher. Je posai ma main sur le bois, prenant une profonde inspiration. Amina tenait ma petite main chaude. « Maman, qui était la fille ?» J'ai serré ses doigts. « Quelqu'un qui ne viendra pas te voir », répondis-je sans réfléchir. Par la suite, Sandrine était responsable de la dissimulation d'informations importantes liées au jour de l'accident. Elle a protégé quelqu'un, peut-être Laurent, peut-être quelqu'un d'autre, et a sacrifié ma fille dans le processus. Et maintenant, sachant cela, j'avais devant moi l'opportunité que j'avais suppliée lors de la veillée. Empêcher, exposer, détruire. Quand je suis retournée à la cuisine, j'ai remarqué une enveloppe sur la table. Je ne me souvenais pas l'avoir vue là-bas avant. Il était blanc, sans nom, plié qu'une seule fois. Mon cœur battait la chamade. Le premier changement brusque de la chronologie était arrivé. J'ai ouvert lentement. Une seule phrase était écrite sur le papier, d'une écriture que je ne reconnaissais pas. « Tu n'es pas revenu seul ». Le sol semblait disparaître sous mes pieds. Quelqu'un savait. Quelqu'un d'autre était au courant du tournant dans le temps. Quelqu'un manipulait le conseil avec moi, ou contre moi, et la signature à la fin du ticket. Ça m'a figé tout le corps. C'était le nom de quelqu'un qui, dans sa vie précédente, avait disparu quelques jours avant l'accident. Et on ne le revit jamais. Le nom sur la note semblait pulser sur le papier, comme s'il avait été écrit quelques secondes avant que je ne le trouve. Marcel. Quand j'ai lu cela, une vague de froid m'a traversé le dos. Marcel était le seul adulte qui, dans la chronologie ancienne, a essayé de me prévenir de quelque chose d'étrange qui se passait en coulisses à l'école. Je me souviens qu'il m'a appelé discrètement après une réunion, disant qu'il voulait parler loin des professeurs. Je me souviens de l'expression lourde sur son visage. Je me souviens aussi que, 3 jours plus tard, il a disparu et la police a rapidement classé tout cela comme une décision personnelle. Aucune enquête, aucune trace, aucune question. Et maintenant, 10 ans plus tôt, son nom est apparu sur mon mot. Comment savait-il ? Comment pouvait-il comprendre que j'étais retourné dans le temps ? Que savait-il d'autre à l'époque ? Et, surtout, pourquoi n'était-il pas mort dans cette chronologie alors qu'il devrait être loin de tout cela ? Amina jouait avec le dessin posé au sol, inconsciente de l'effondrement silencieux qui se produisait en moi. Je la regardais, vivante, légère, riant comme si le monde était sûr, et je sentis mon cœur se serrer. Je ne pouvais pas laisser la panique me paralyser. Pas maintenant. Pas quand le destin m'avait donné exactement ce que je suppliais. Du temps, connaissance, avantage. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai pris la note, pliée, cachée dans le tiroir où je gardais des documents importants. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de comprendre l'ampleur de cette nouvelle réalité. La présence de Marcel signifiait 2 possibilités. Soit il était aussi revenu, soit il n'était jamais mort. Et quelqu'un me l'avait caché. Et chaque option rendait cela bien plus dangereux. J'ai décidé de l'appeler. Dans la première vie, j'avais son numéro enregistré sur un vieux bout de papier. À cette époque, il travaillait encore à l'école, participait toujours aux réunions, continuait à parler avec certains parents. J'ai pris mon téléphone portable, un vieux modèle lourd, et j'ai regardé dans l'ordre du jour. Mon cœur battait la chamade quand j'ai rencontré Marcel L. appelé. Et je l'ai fait, et je l'ai fait. Rien. Le silence à l'autre bout du fil ressemblait à un avertissement. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. 3 touchés, courts et fermes. Amina releva la tête, curieuse. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé par le Judas. C'était Laurent. Encore. Il était seul, tenant une enveloppe identique à celle que je venais de trouver. Mon estomac s'est noué. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Ce ne pouvait pas être un hasard. Puis un souvenir m'est revenu.
Dans le futur, on disait que Laurent faisait partie d'un comité interne de l'école, un groupe sélectif qui discutait des décisions importantes, des décisions qui touchaient parents, élèves et enseignants, toujours à l'écart du public. Des décisions comme dissimuler un accident. Ou pire, j'ai ouvert la porte juste assez pour ne pas laisser voir l'intérieur de la maison. « Je suis désolée d'avoir l'air comme ça », dit Laurent avec ce sourire maîtrisé. « Je crois que tu as laissé tomber ça. » Il m'a tendu l'enveloppe, mais quand je l'ai touché, j'ai compris. Il était vide. « Où l'ai-je laissé tomber ?» ai-je demandé. « Sur le trottoir », répondit-il trop vite. Mensonge. Rien ne m'est tombé des mains. Rien ne quittait la maison. Il testait, mesurait ma réaction. Peut-être même essayer de comprendre si j'avais remarqué quelque chose d'anormal. J'ai pris l'enveloppe, fermé la porte lentement et les regardé à travers les fissures du rideau. Il ne partit pas immédiatement. Il resta là, fixant ma porte comme s'il attendait une réponse invisible. Puis, enfin, elle descendit la rue, rejoignant Sandrine quelques mètres plus loin. Ils ont parlé quelque chose. Elle rit. Et les deux partirent comme si de rien n'était. Mais tout l'était. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai trouvé Amina me regardant avec ses grands yeux attentifs. « Maman, pourquoi as-tu peur ?» Sa question fut un coup dur. Je me suis agenouillée et tenu son visage dans mes mains, j'ai respiré lentement. « Parce que j'ai tellement d'amour pour toi », ai-je répondu. Et quand on aime quelqu'un comme ça, nous voyons des dangers que nous ne voyions pas avant. Mais il y avait plus, bien plus. Et ce que j'ai trouvé dans la rue ce soir-là, quelque chose qui n'existait pas dans l'ancienne chronologie, m'a prouvé que les personnes impliquées dans l'accident futur bougeaient déjà maintenant, 10 ans plus tôt. Et cette fois, je ne serais pas surprise. Tard dans l'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher derrière les vieux bâtiments de la rue, j'ai décidé de sortir avec Amina pour respirer un peu. Elle courut quelques pas devant moi, sautant avec la légèreté de quelqu'un qui ne porte ni passé, ni avenir, ni perte. Je la regardais avec un soin presque maladif, comme si chaque mouvement pouvait être le dernier. La vérité, c'est que dès mon réveil 10 ans plus tôt, tout mon corps était en état d'alerte. Tous les visages connus semblaient suspects. Chaque coïncidence semblait être une menace. Et je savais, au fond de moi, que le destin ne me donnerait pas cette seconde chance sans en faire payer un prix. La place du quartier était presque vide. Seuls quelques enfants jouaient sur les toboggans et une dame nourrissait des pigeons près de la fontaine. Tout cela semblait si normal que c'en était cruel, comme si la vie se moquait de moi, feignant l'innocence alors que j'essayais de déchiffrer qui manipulait cette nouvelle ligne temporelle. C'est alors que je l'ai vue. Une voiture noire garée de l'autre côté de la rue, les phares éteints. Un vieux modèle qui n'attirerait l'attention de personne, sauf pour ceux qui savent quoi chercher. Dans l'autre vie, cette voiture est apparue 2 fois. Une fois à la porte de l'école, la veille de l'accident. 2 semaines plus tard, quand j'ai reçu une lettre anonyme me demandant de arrêter de poser des questions. À l'époque, je pensais que c'était ma paranoïa. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je savais que rien n'était une coïncidence. Je tenais la main d'Amina et essayais d'agir naturellement. « On achète une glace ?» demandai-je en souriant. Elle a sursauté de joie et m'a prise par la main, sans imaginer que, de l'autre côté de la rue, quelqu'un observait chacun de nos pas à travers la vitre teintée. En allant à la boutique de glace, j'ai discrètement regardé en arrière. La voiture était toujours au même endroit. Silencieux, propriété, vigilant. Le genre de présence qu'un existe que lorsqu'on veut voir sans être vu. J'ai acheté la glace d'Amina et nous avons fait semblant de nous asseoir sur le banc pour manger. Mais mon esprit était loin de là. La note de Marcel, la tentative de le contacter, la fausse enveloppe de Laurent, la visite inattendue de Sandrine. Tout s'est passé trop vite, comme si quelqu'un avançait les événements pour me troubler. C'est alors que j'ai remarqué un détail qui était passé inaperçu dans la première vie, mais qui brûlait désormais sous mes yeux. La plaque d'immatriculation de cette voiture, c'était pareil. La même combinaison de lettres et de chiffres qui, des années plus tard, apparaîtrait enregistrée sur l'une des caméras de sécurité du quartier le jour exact de l'accident. Mon cœur battait si fort que je devais respirer lentement pour ne pas effrayer Amina. Elle a léché la glace et m'a regardée. « Maman, tu es triste ?» J'ai senti ma gorge se serrer. Je réfléchis, mon amour. C'est tout. Mais ce n'était pas seulement cela. Pas du tout. Quand j'ai regardé la voiture à nouveau, la portière du conducteur s'est ouverte. Un homme est parti, haut, pelage foncé, un visage que je ne pouvais pas voir complètement.
Il fit 3 pas vers la place et s'est arrêté, comme s'il s'attendait à une réaction de ma part, comme s'il voulait que je sache qu'il était là. Puis, de façon inattendue, il fit un simple geste. Il porta son doigt à ses lèvres, demandant le silence. Un geste lent, précis et calculé. Mon corps s'est figé. Il savait que j'étais revenu, il savait que je savais. Et avant que je ne puisse bouger un muscle, il est remonté dans la voiture, est monté, a démarré le moteur et est parti sans se presser, comme quelqu'un qui lance quelque chose de grand, inévitable, planifié. Je suis restée là, Amina tenant ma main, sans comprendre pourquoi je tremblais. Quoi qu'il y ait eu dans notre histoire, commença à bouger à ce moment-là. Et quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai trouvé un autre mot à la porte. Anonyme. Pas d'adresse, pas d'abonnement. Une phrase « Sauve ta fille, mais découvre qui tu étais vraiment pour la perdre ». Mon cœur s'est arrêté. Parce que, pour la première fois, j'ai réalisé que peut-être l'accident n'était pas seulement de leur faute. Peut-être que c'était aussi de ma faute. Et la vérité qui allait émerger, ce serait la partie la plus dangereuse de toutes.